Hier, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Ben Gvir, a déclaré dans son interview « J'espère vraiment qu'un retrait du sud du Liban n'aura pas lieu. Je fais tout pour convaincre Benjamin Netanyahou que ce serait une erreur. Rester sur le terrain est important. Nous ne sommes pas seuls et nous avons besoin de liberté d'action à Dahia. Nous avons besoin de liberté d'action à Beyrouth, partout. C'est cet état d'esprit auquel l'Iran s'oppose et contre lequel il essaye de tout faire. Donc ils veulent cette liberté d'action, pas seulement en Arabie Saoudite. Je veux dire, vous avez vu son tweet. J'espère que vos téléspectateurs l'ont tous vu. Je l'ai publié moi-même. Et en gros, il prône un massacre de masse au Liban, comme il le fait sans arrêt. Quand il parle de liberté d'action à Dahia, il veut dire raser Dahia. Et il se vante d'avoir rasé le sud du Liban. Et quand il dit que pour chaque larme d'une mère israélienne, il devrait y avoir 1000, voire des milliers de Libanais en pleurs. Ce n'est pas 1000 larmes, c'est une larme, des milliers qui pleurent. C'est un monstre génocidaire. Et c'est une figure clé du gouvernement. Ce n'est pas quelqu'un de marginal. Ce ne sont pas des courants politiques marginaux en Israël. C'est le courant dominant. C'est la société israélienne. C'est ce que pensent les Israéliens ordinaires. La grande majorité d'entre eux est, selon leurs propres objectifs, leur idéologie et leur vision du monde, animée par une logique génocidaire. L'Iran, lui, fait face à des monstres. Et c'est pour ça que je pense qu'il est tout à fait possible que cet accord s'effondre dans les jours ou les semaines à venir. Personne ne devrait avoir la moindre confiance dans l'idée qu'il n'y aura pas de nouvelle guerre, que le détroit d'Ormuz ne sera pas de nouveau bloqué, ou que le monde ne se dirigera pas vers une dépression économique. Alors la vraie question c'est, que veulent faire les États-Unis? Vance peut, si vous voulez, se vanter de ses succès à la table des négociations. Trump, lui, peut lancer ses menaces. Oui, on dirait qu'on a perdu le professeur Marandi. Il va revenir avec nous. Hier, on avait Donald Trump. On lui a posé une question sur le cas du Liban. Je ne sais pas si vous avez vu ces images. On lui a demandé « Est-ce que vous allez obliger Benjamin Netanyahou à quitter le Liban ?» Et il a répondu « Comment savez-vous que je vais faire ça ?» Voyons si le professeur Marandi revient. Oui, en gros, c'est ce que Donald Trump a dit aux journalistes hier. Ah, le professeur Marandi est de retour. D'accord, désolé. Il faut que je fasse quelque chose pour cette connexion. Mais en tout cas, les Iraniens n'accepteront pas de violation de l'accord et ils n'accepteront pas non plus les Américains. Je veux dire, les Américains peuvent présenter les choses comme ils veulent. Ils peuvent faire semblant d'obtenir des concessions à la table des négociations. Le protocole d'accord est très clair et les exigences de l'Iran le sont aussi. Et ces exigences doivent être appliquées. Le régime israélien doit quitter le Liban et arrêter de tuer. Ils ont tué 2 personnes aujourd'hui, donc il y aura peut-être des conséquences de la part du Hezbollah et d'autres conséquences aussi. Qui sait? Mais je pense qu'on s'avance vers des eaux dangereuses. Les États-Unis doivent lever le blocus, c'est fait. Les États-Unis doivent lever les sanctions, c'est fait pour l'instant. Et les États-Unis doivent restituer les avoirs iraniens. Les États-Unis peuvent jouer sur les mots et faire semblant que l'Iran est humilié, que l'Iran a besoin de nourriture, que le peuple meurt de faim et qu'ils vont acheter des produits agricoles irano-américains. Cet argent est dans les banques américaines. Il a déjà été volé par les Américains. Le fait qu'il revienne en Iran représente une perte pour les États-Unis. Parce que les 12 milliards de dollars, plus les 13 autres milliards, c'est de l'argent que les États-Unis utilisent pour leur propre économie et qui va être retiré. Alors, si les Qataris vont acheter certains produits aux États-Unis, admettons que ce soit le cas,
Malgré tout, c'est une perte nette pour l'économie américaine, parce que cet argent sera retiré de l'économie américaine. Oui, des produits agricoles seront exportés, mais dans l'ensemble, les avoirs, l'argent, la richesse partiront vers l'Iran, à part, disons, le bénéfice que les agriculteurs vont en tirer. Hier, on a demandé à Donald Trump ce qu'il pensait de Benjamin Netanyahu et s'il comptait lui mettre la pression concernant la situation au Liban. Voici ce qu'il a répondu. Tiens, en voilà une autre. C'est quoi celle-là? Eh bien, plus tôt dans la journée, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que ses forces ne quitteraient pas le Liban. C'est là que ça bloque. À qui est-ce qu'il a dit ça? Il l'a dit publiquement en Israël. Bon, on va regarder ça de près. Alors, qu'est-ce que vous feriez pour être sûr qu'il ne fasse pas ce que Dieu va faire? Eh bien, je ne vais pas vous dire ce que je vais faire, mais le problème sera réglé. Je suis quelqu'un qui résout les problèmes. Je les règle très vite, y compris avec Bibi. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. En gros, il dit que s'il le veut, il peut faire pression sur Benjamin Netanyahou pour qu'il se retire du Liban et qu'il a ce genre de levier. Mais il faut bien garder à l'esprit que la seule raison pour laquelle Trump parle comme ça, c'est la pression iranienne. Sans cette pression, il ne dirait pas ça. Il sait très bien que les Iraniens ont du pouvoir d'influence et qu'ils sont tout à fait prêts à s'en servir. La question du Liban, pour l'Iran, c'est évidemment une question morale. Le Liban a fait d'énormes sacrifices pour les Palestiniens, pour sauver Gaza, et les Iraniens ne vont certainement pas reculer. Gaza, bien sûr, c'est un autre gros problème dont les Iraniens vont parler pendant les négociations, si ce protocole d'accord ne s'effondre pas. Mais le problème, bien sûr, avec Gaza, c'est que le Hamas, sous la contrainte et sous la pression des pays de la région, la Turquie, le gouvernement jordanien, l'Égypte, bref, les régimes de la région, ont accepté le cessez-le-feu. Le souci maintenant, c'est que ce cessez-le-feu est violé. Et pourtant, les pays qui l'avaient approuvé lors de cette réunion en Égypte où ils étaient tous présents avec Trump ne disent plus rien. Alors, quand l'Iran essaye ou veut intervenir pour dire aux Américains qu'ils doivent faire quelque chose à propos de Gaza, les Américains répondent « Eh bien, on s'en est déjà occupé. On a déjà réglé ce problème avec nos partenaires à Ankara, au Caire, à Amman et ailleurs. » C'est donc un problème que les Iraniens vont devoir gérer eux-mêmes. Mais dans le cas du Liban, l'Iran est très sérieux. Et il n'y a pas de cessez-le-feu là-bas, contrairement à ce que Trump prétend. L'attaque contre le pays est bien plus large, bien plus meurtrière que ce qu'on voit actuellement à Gaza, même si des gens y sont tués chaque jour. Trump sait très bien que l'Iran ne va ni détourner le regard, ni se retirer. Et c'est uniquement pour cette raison qu'il dit qu'il va parler avec Netanyahou, qu'il est un homme de solution, qu'il peut faire pression. Tout ça, c'est uniquement à cause de l'Iran. Professeur Marandi, vous avez évoqué la question de la Palestine, et je pense aussi à celle du Liban, liée à la Palestine. Aujourd'hui, nous avons entendu le ministre des Affaires étrangères de la Russie. Il a dit que nous devrions tous avoir honte de ne pas avoir résolu la question palestinienne. Le même jour, il y a eu une rencontre entre les États-Unis et l'Iran, en Suisse, et une autre réunion s'est tenue au Caire, avec le Pakistan, la Turquie et l'Arabie saoudite. Les ministres des Affaires étrangères de ces 4 pays y participaient d'ailleurs. Et le sujet principal, c'était l'Égypte, l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie, qui se réunissaient pour discuter de l'accord entre l'Iran et les États-Unis.
coming together talking about the deal between Iran and the United States, basically the main issue was not En gros, only the deal le problème between principal, Iran and the ce n'était United pas States, seulement but l'accord also entre l'Iran et les États-Unis, which mais toute la includes the région. case of Lebanon. Ça inclut le Liban et la Palestine. Do you see when Vous voyez, quand on entend le ministre des Affaires étrangères de la Russie parler de cette do you manière, see any sort of movement est-ce que vous percevez un mouvement dans la région, some sort of une effort tentative together, de rassembler tout le monde together avec un certain with soutien? the hope? Because you Parce que mentioned vous avez Iran mentionné has que its l'Iran a ses limites limitations when it concernant la comes to question the du case of peuple palestinien Palestinian people. à cause de cet accord de paix Of that et de ce cessez-le-feu entre les États-Unis, certains États arabes et la Turquie. Alors, où en est-on aujourd'hui? Quelle est la situation sur ce plan? What is that right now? What is the situation on that front? Non, je ne pense pas que ces 4 pays vont bouger pour soutenir les Palestiniens. Je crois qu'ils sont, malheureusement, plus préoccupés par l'Iran que par la Palestine. Certains ne seront peut-être pas d'accord avec moi, et j'espère me tromper, mais cette réunion n'a pas été convoquée pour sauver le Liban ou pour sauver Gaza. Elle a été organisée en réaction aux événements dans le Golfe Persique et au fait que les États-Unis ont perdu la guerre contre l'Iran. Donc, je ne pense pas que ces 4 pays réussiront vraiment à travailler ensemble, d'ailleurs. Et il y a beaucoup de raisons à cela. 2 d'entre eux traversent une situation économique très difficile. L'Arabie saoudite a ses propres problèmes, et la Turquie aussi. Le monde d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui d'il y a 1 an ou 2. Les choses changent. Mais cette rencontre n'avait rien à voir avec Gaza ou le Liban. L'idée, c'était surtout de réfléchir à ce qui va se passer maintenant que l'équilibre des forces s'est déplacé, s'éloignant des États-Unis pour aller vers l'axe de la résistance. Ça ne veut pas dire que les États-Unis se sont effondrés ou que le régime israélien est en train de s'écrouler, mais il y a bien eu un changement dans le rapport de force. Et je pense que c'est ça qui préoccupe ces 4 pays ou ces 4 États. One of the hopes for many people is that the L'un des espoirs de beaucoup de gens, c'est que le nouvel atout que l'Iran a gagné grâce au détroit d'Ormuz, notamment en se rapprochant peut-être des pays du Golfe, puisse ouvrir la voie à une forme de compréhension mutuelle, que ce soit sur la question de l'axe de la résistance ou sur le dossier palestinien. Et aujourd'hui encore, Lavrov, à propos de la Palestine, a rappelé qu'il ne faut pas oublier ce qui se passe en Cisjordanie, où tout est fait pour qu'aucun État palestinien ne voit jamais le jour. Alors selon vous, avec la nouvelle réalité de la région, on n'est pas encore dans l'après-guerre, mais plutôt dans le processus qui vise à y mettre fin. Est-ce que vous pensez que les relations qui vont émerger à cause de cette guerre, à cause de ce qui s'est passé jusqu'ici, pourraient d'une manière ou d'une autre apporter un soutien au peuple palestinien? Because of the reality of what has happened so far, would bring some sort of help to Palestinian people? Eh bien, je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment proche de la fin de la guerre. On pourrait très bien se diriger vers une nouvelle phase de combat. Tout est possible, même si je sais qu'il serait très difficile pour les États-Unis de mener une autre guerre, et ce serait catastrophique pour eux de le faire. Mais le régime israélien pousse dans ce sens. Donc, il ne faut pas accorder trop de confiance à l'idée que tout cela est terminé. Quant à l'Iran, bien sûr, il ne veut pas bloquer le détroit d'Ormuz. Il veut le garder ouvert autant que possible, parce que c'est une artère vitale pour l'économie mondiale. Des milliards de personnes dans le monde en dépendent. Donc oui, l'Iran veut un retour à la normale, des relations économiques et une forme de normalisation. Mais au bout du compte, si les États-Unis ne mettent pas de côté leur politique actuelle, et s'ils ne vont pas dans une direction plus raisonnable, je pense que le risque d'un nouveau conflit, et même de la fermeture du détroit d'Ormuz, est assez élevé. Je ne peux pas donner de pourcentage, mais honnêtement, je ne peux pas dire que je sois confiant quant à la perspective de la paix. Je reconnais que l'ambiance a changé partout dans le monde
et que le régime sioniste est désormais universellement détesté. Et je pense que cela aura des conséquences. Mais à part l'Iran, je ne crois pas qu'on en soit encore au point où quelqu'un d'autre va réellement agir. Je veux dire, la déclaration du ministre russe des Affaires étrangères est évidemment importante. Mais la Russie ne va pas rompre ses liens avec le régime israélien, ni le sanctionner. La Chine non plus. La Turquie ne va pas couper ses relations, ni son partenariat économique, ni le transport d'énergie, qui est essentiel. L'Égypte ne fera rien non plus. Le chef Jolani essaie de rester en dehors de tout ça. Il ne parle même pas de reprendre les territoires clés qui, à cause de lui, ont été perdus face aux Israéliens après la chute du gouvernement syrien. Donc, je ne vois pas de véritable défense pour les Palestiniens, à part l'axe de la résistance, malheureusement. Mais vous savez, l'Iran, relativement parlant, est dans une position plus forte qu'avant. Les États-Unis et le régime israélien, eux, sont dans une position plus faible. Mais ça ne veut pas dire que le régime israélien va céder le Liban. Je ne vois pas ça arriver, sauf s'il y a une pression énorme et que les Américains finissent par reconnaître qu'ils n'ont pas d'issue. Et ce qui m'inquiète, c'est que les Israéliens, par colère et par frustration, intensifient encore la violence à Gaza pour se sentir mieux face à la perte du Liban et qu'ils commettent davantage de crimes en Cisjordanie pour compenser cette perte. C'est ça ma crainte en ce moment. Nous avons vu le président du Parlement iranien, accompagné du ministre des Affaires étrangères, se rendre à Oman juste après leur retour de Suisse. Quelle est la situation du nouveau mécanisme pour le détroit d'Ormuz? Est-ce que cela fait partie du processus de définition du nouveau cadre? Oui, sans aucun doute, les Iraniens vont commencer à percevoir des frais une fois ces 2 mois écoulés, à condition bien sûr que nous passions ces 2 mois sans que le protocole d'accord ne s'effondre. Et ils négocient avec Oman pour être pleinement coordonnés sur la manière de mettre en œuvre cette politique. Ce n'est pas seulement une question de frais. Il s'agit aussi de contrôler le golfe Persique, mais pour s'assurer qu'il ne devienne pas une nouvelle plateforme d'agression. L'Iran entretient d'ailleurs d'excellentes relations avec Oman, parce qu'Oman a choisi de ne pas s'impliquer dans la guerre, contrairement aux 5 autres pays, l'Arabie saoudite, le Qatar, Bahreïn, les Émirats et le Koweït, qui ont aidé les États-Unis dans leur offensive contre l'Iran. Oman est resté à l'écart. Et donc, l'Iran veut vraiment donner la priorité à ces relations. Comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, on en a déjà parlé. Les Iraniens sont en train de négocier avec ces 5 pays. Et il y a eu certains succès. Des progrès réels ont été faits pour renforcer la relation. On l'a bien vu lors des derniers conflits militaires, quand les États-Unis attaquaient l'Iran et violaient le cessez-le-feu, et que l'Iran ripostait de manière très ferme. Il n'a pas frappé les Émirats, il n'a pas frappé l'Arabie saoudite, et il n'a pas frappé le Qatar. Ce qu'il a fait, c'est viser des cibles américaines à Bahreïn et au Koweït, puis, la dernière fois, en Jordanie. Donc, évidemment, il y avait une raison. Malgré la présence militaire massive des États-Unis en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats, l'Iran n'a pas attaqué de cibles dans ces 3 pays. Cela montre bien que les négociations entre l'Iran et ces 3 États ont davantage progressé que celles avec les 3 autres, qui restaient en pleine coopération avec les États-Unis. Je pense que ce serait un cauchemar pour Israël. Si quelque chose de ce genre arrivait, si, je ne sais pas, selon la nature des négociations ou des discussions entre les 2 parties, l'Iran et les pays du CCG. Parce que pendant très longtemps, professeur, vous le savez, la région a souffert de cette division entre les Iraniens et les pays du Conseil de coopération du Golfe.
Et Israël était derrière toutes ces politiques. Ils voulaient tout saboter. Vous avez mentionné le cas du Qatar, il y a 2 jours à peine. Et les Iraniens pensent, oui, l'explosion, vous avez parlé de l'explosion, peut-être que du point de vue iranien, Israël était derrière tout ça. Une opération sous faux drapeau, quelque chose comme ça. Pas forcément une opération sous faux drapeau. Je pense que l'idée, c'est que les Israéliens ont mené cette attaque pour punir le Qatar, parce qu'il coopère avec l'Iran et qu'il essaie de faire avancer le protocole d'accord.